la maison d'abord avec la télévision, à l'école avec les tablettes, dans les espaces publics avec les smartphones et les publicités. Les écrans sont désormais omniprésents dans notre quotidien et ne cessent de capter l'attention des adultes comme des enfants. Totalement absorbés, les heures passent et la science tire la sonnette d'alarme. Les technologies offrent un potentiel éducatif et social énorme, mais elles peuvent aussi devenir de vraies barrières, en particulier pour des enfants en plein développement. Créées à l'origine pour nous simplifier la vie, elles nous rendent aujourd'hui spectateurs passifs. Mais alors, les écrans menaceraient-ils notre bien-être physique et mental? Sont-ils un danger pour les enfants? N'est-il pas temps de reprendre le contrôle? En janvier 2024, Emmanuel Macron a mandaté un groupe d'experts pour formuler des recommandations face aux enjeux de l'exposition des enfants aux écrans. Ce groupe inclut des spécialistes comme la neurologue Servane Mouton, le psychiatre addictologue Amine Benyamina, mais aussi des psychologues, des neuroscientifiques ou encore des experts du numérique. Après 3 mois de travail, ces experts ont établi 29 propositions, présentées dans un rapport de plus de 100 pages et remis au président lui-même en avril 2024 qui s'intitule « Enfants et écrans ». À la recherche du temps perdu. J'ai lu ce rapport pour vous et dans cette vidéo, je vais vous en donner les grandes lignes. D'une part car c'est un sujet qui est absolument urgent, mais également car ces recommandations pourraient être à l'origine de futures réformes en matière d'éducation. Bien sûr, je ferai ensuite des vidéos plus approfondies sur chaque point très psycho du rapport, mais pour le moment, j'aimerais que vous ayez une vision globale de ce document. Au travail, dans le métro, à la maison, les écrans sont partout, et ce, même pour les enfants. Selon des données de 2022 citées dans le rapport, il y aurait en moyenne 10 écrans par foyer français, dont un écran ou plus pour ceux entre 7 et 12 ans. Ça a commencé à l'époque avec la télé, puis internet, et maintenant les smartphones et les tablettes. Je vais pas vous citer tous les chiffres, mais en 2021, 89% des adolescents de plus de 13 ans possédaient un smartphone avec un âge moyen d'acquisition à environ 10 ans. Et 69% des adolescents de 13 ans et plus avaient un ordinateur personnel. Pour l'instant, peut-être que ça ne te choque pas si, comme moi, tu es de la génération 2000. Mais, et c'est là que ça devient alarmant et que ça va dans le sens de ce que je peux voir au quotidien, des estimations publiées en 2023 ont montré que les enfants de 2 ans en 2013, donc ceux nés en 2011, passaient environ 1 heure devant des écrans et seulement 13,7% d'entre eux n'étaient pas du tout exposés aux écrans. Et on pourrait penser qu'il s'agit seulement des dessins animés, mais en fait les enfants commencent à utiliser Internet de plus en plus jeunes, vers 6 ans précisément, d'abord avec un adulte, puis seul, et notamment pour du divertissement avec des vidéos par exemple. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ils sont censés être interdits aux moins de 13 ans. Mais en réalité, en 2021, 58% des 11-12 ans interrogés étaient déjà inscrits sur au moins un réseau social. Et selon l'Arcom, 45% d'entre eux étaient inscrits sur l'application TikTok. Oui, 45% des 11-12 ans. Enfin bref, le problème c'est que sur internet et sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait, on peut trouver absolument tout et n'importe quoi. Et même s'il y a beaucoup de positifs avec un accès illimité au monde et aux connaissances, il a également de nombreux impacts négatifs en matière de sécurité et de santé, notamment chez des enfants. C'est la raison pour laquelle, selon le groupe d'experts, qu'on appellera maintenant la commission, il devient essentiel pour le grand public de mieux comprendre les enjeux liés aux écrans et de mettre en place une politique globale cohérente dans le but de, je cite, redonner du temps humain aux enfants et aux adolescents. Pour identifier les impacts des écrans sur les enfants et en maîtriser les risques, cette commission a analysé les recherches scientifiques et auditionné une centaine d'experts, mais aussi d'adolescents, afin de mieux comprendre leurs usages, leurs besoins, leurs difficultés et leurs attentes face aux écrans. Dès le début du rapport, il est précisé qu'il ne s'agit pas d'une étude universitaire, mais d'un document qui est accessible à tous. Donc si vous souhaitez le lire dans son intégralité, sachez que vous pouvez facilement le trouver sur internet. Moi, je vous propose juste un résumé des points que j'ai jugés les plus importants et que je tenais absolument à partager avec vous. Bon, finalement, je vous le fais en voix off parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc en résumé, les recommandations de la commission reposent sur plusieurs constats scientifiques en ce qui concerne 1. La santé somatique, avec des effets néfastes comme les troubles du sommeil, la sédentarité, le manque d'activité physique, l'obésité, les maladies chroniques et les problèmes de vue. 2. Le développement neurologique et socio-relationnel. Mais à ce sujet, les études nécessitent encore des approfondissements car c'est en fait difficile aujourd'hui d'établir des liens de causalité. En revanche, on sait qu'il existe un phénomène qu'on appelle la technoférence et qui désigne la façon dont l'usage des technologies par les parents va perturber leurs interactions avec l'enfant. Celle-ci impacte la qualité de la relation parent-enfant et engendre des répercussions sur l'enfant, notamment d'un point de vue de développement socio-émotionnel et sur le développement du langage. 3. La santé mentale, où les écrans sont reconnus comme des facteurs de risque, souvent liés à des problèmes de dépression et d'anxiété. À ce sujet d'ailleurs, le rapport dénonce notamment les industries numériques d'être les premières responsables avec leurs stratégies visant à capter l'attention et les données personnelles et entraînant des usages
usage excessif et inapproprié, comme on peut le voir avec des applications comme TikTok et Instagram. Cette utilisation peut exposer les enfants à des contenus inappropriés, traumatiques, voire dangereux pour leur sécurité. Et enfin, les impacts sociétaux, notamment en termes de stéréotypes, de sexisme, de sexualité et plus largement de vivre ensemble. Le numérique pourrait également accentuer les inégalités sociales au sens où toutes les familles ne peuvent pas accompagner leurs enfants de la même façon dans leur utilisation des technologies. C'est donc à partir de tous ces constats que la Commission a formulé ses propositions avec 3 ambitions majeures dans l'intérêt de l'enfant. Premièrement, il s'agit de protéger les enfants des effets néfastes des écrans et des contenus inappropriés et dangereux. Ensuite, il s'agit de concevoir et de promouvoir un cadre de formation et d'accompagnement pour un usage sain du numérique. Et enfin, il s'agit de créer une prise de conscience sur les besoins essentiels au bon développement des enfants. L'objectif, c'est donc de remettre le numérique au service de l'humain en favorisant des pratiques saines et des interactions alternatives. D'un point de vue juridique, plusieurs mesures ont déjà été adoptées. Je vais pas toutes te les énumérer ici car c'est pas l'objectif de la vidéo. En revanche, si tu souhaites approfondir le sujet ou tout simplement que le droit te fait kiffer, je te mets la liste à l'écran pour que tu puisses faire un screenshot. Au-delà des aspects juridiques, des initiatives publiques ont aussi été mises en place pour sensibiliser et accompagner les parents dans le but de les aider à comprendre comment les écrans impactent le développement des enfants. Par exemple, le site Je protège mon enfant a été créé dans ce but, mais comme souvent avec ce type d'initiative, il reste méconnu du grand public et peu utilisé. En fait, les règles insistent beaucoup sur ce qu'il ne faut pas faire, mais pas suffisamment sur comment bien utiliser les écrans et pourquoi c'est important de bien les utiliser. Les propositions formulées par la Commission s'inscrivent dans cette logique. En revanche, elles soulignent qu'elles doivent être considérées comme un tout interconnecté, c'est-à-dire que leur impact sera significatif seulement si elles sont prises dans leur ensemble et mises en œuvre de manière collective, donc en impliquant le grand public. Ces recommandations sont organisées autour de 6 axes pour encadrer l'usage des écrans par les jeunes. Chacun a un rôle à jouer, que ce soit les jeunes, les familles ou les institutions, car il s'agit, je cite, de redonner à tous la capacité d'agir et de choisir et de remettre les responsabilités dans le bon ordre, en commençant par lutter contre les dispositifs numériques aux effets addictifs pour restaurer la liberté de choix des mineurs, par la mobilisation de tous les acteurs pour privilégier des solutions technologiques qui protègent les mineurs des contenus illégaux tout en évitant un contrôle excessif, par la promotion d'une utilisation progressive des écrans en fonction de l'âge, avec des recommandations d'âge spécifiques, notamment pas d'écran avant 3 ans, une utilisation fortement déconseillée et très limitée jusqu'à 6 ans, une exposition modérée entre 6 et 11 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans, qui correspond à l'âge d'entrée au collège, pas d'accès à internet sur le téléphone avant 13 ans, un accès contrôlé à partir de 13 ans sans réseaux sociaux ou contenus illégaux, et un accès limité aux réseaux sociaux dits éthiques à partir de 15 ans qui correspond à la majorité numérique. En sachant qu'en termes de temps d'exposition, on n'a pas vraiment de recommandations car il y a un manque de consensus. Donc on continue par la formation et l'accompagnement des jeunes dans l'usage du numérique afin de limiter ses effets sur la santé physique et de favoriser des alternatives aux écrans pour leur donner envie de s'investir autrement. À noter qu'il s'agit aussi de refaire de la place aux besoins des enfants, par exemple en réaménageant des aires de jeu dans les lieux d'attente et de transport. Puis par le soutien des adultes, en particulier les parents et les professionnels pour les aider à encadrer les jeunes face aux écrans. Et enfin, par la mise en place d'une stratégie globale pour suivre l'évolution des pratiques numériques des jeunes, notamment avec un cadre structuré pour organiser et diriger les initiatives sur l'usage des écrans en faisant participer les jeunes aux décisions qui les concernent. Ensuite, un organisme chargé de collecter et d'analyser des données sur l'utilisation des écrans pour mieux comprendre les habitudes et leurs impacts. Et enfin, un groupe de réflexion pour anticiper les enjeux futurs, notamment ceux liés aux avancées rapides de la technologie et de l'intelligence artificielle. Chacun de ces axes contient plusieurs mesures concrètes à mettre en place que je vous affiche à l'écran si vous souhaitez faire une capture d'écran et qui correspondent donc aux 29 propositions faites à Emmanuel Macron. La Commission a donc proposé un vrai plan d'action concret et détaillé qui vise à redonner de la place et du pouvoir aux enfants. Et vous l'aurez compris, cette réforme, qu'on connaît tous sous le nom de pause numérique et qui désigne l'interdiction des téléphones portables dans les collèges, fait en fait référence à une des recommandations des experts et plus précisément de la proposition 17 de l'axe 3. En effet, pour chaque proposition, la Commission a fourni des exemples de mesures opérationnelles à déployer et ici, des mesures spécifiques ont été envisagées tant pour les collèges que pour les lycées. Au collège, ils ont donc préconisé de renforcer cette interdiction au téléphone portable qui avait été instaurée en 2018 en proposant des outils complémentaires aux établissements. Et ça inclut notamment une boîte à outils allant des mesures les plus souples, comme un rituel d'extinction des téléphones, aux plus strictes, comme ces fameux casiers dans lesquels les élèves doivent déposer leur téléphone portable en entrant dans l'établissement. Dans cette proposition, ils ont aussi suggéré de faire
signer une charte aux parents qui les engage à ne pas envoyer de messages à leurs enfants et de réinstaller des horloges dans les salles de classe. Pour les lycées, la commission a conclu que cette restriction n'était pas nécessaire en raison de l'âge des élèves, mais aussi de leur usage plus mature des téléphones. En revanche, elle a proposé de définir une stratégie commune pour encadrer cet usage, par exemple en créant des espaces sans portable ou en expérimentant les lycées sans smartphone, notamment dans le but de voir si ça améliore le climat scolaire et la cohésion sociale. À ce sujet, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur l'uniforme scolaire qui a justement été mis en place pour voir si ça améliore la cohésion sociale et le climat scolaire. Alors avant de conclure, déjà un grand bravo si t'es encore avec moi, je sais que cette vidéo elle est un peu dense, donc c'est la raison pour laquelle je te propose tout de suite un résumé. Donc c'est vrai que le numérique offre de nombreuses opportunités, mais le problème c'est que les effets des écrans sont préoccupants. Ils peuvent nuire à la santé physique et mentale des enfants jusqu'à mettre leur sécurité en danger. Ils peuvent aussi perturber les interactions sociales, ce qui impacte leur développement. L'objectif du rapport, c'est avant tout de sensibiliser tout le monde, des décideurs politiques jusqu'au grand public. Il alerte notamment sur l'urgence d'avoir une utilisation plus équilibrée du numérique, de protéger les jeunes et de leur redonner une place dans la société. Plus généralement, il appelle à une mobilisation collective pour remettre le numérique au service de l'humain. Et comme il le souligne de manière très pertinente, personne ne confierait les clés d'une voiture à un enfant, alors pourquoi traiter l'accès à Internet différemment ?